À quoi ressemblera le communisme? Comment est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai raconté n'importe quoi dans la capsule où j'explique le communisme? On va parler de tout ça avec Chris, de Position Revue. Pourquoi? Parce que j'ai fait une capsule il y a pas longtemps que vous avez sûrement, vue ou sinon je vous invite à aller la voir qui s'appelle «J'explique le communisme aux fans d'Antoine Daniel, ils adhèrent». C'était une capsule blabla avec le chat et ça vous a beaucoup plu. Pourquoi? Parce qu'on parle pas souvent, de l'édification d'un nouveau mode de production, de notre projet. On n'en parle pas si souvent que ça parce que souvent on est plus dans la critique que dans la proposition et c'est bien dommage. Ça a été une capsule de réponse au chat, donc des fois je suis allé un peu vite sur certaines choses. Des fois, j'ai dit des trucs qui étaient comme ça, des propositions, mais qui pourraient en être d'autres et tout et donc du coup, il y a des rabougris dans le chat qui ont dit: «Oui, mais ça, c'est pas exactement, quelque chose de possible pour ci, pour ça et tout». Donc du coup, on va pouvoir un peu aller plus loin et répondre aux différents commentaires qui ont été faits avec, Chris. Donc du coup, comment est-ce que, tu vas, Chris? Bah, ça va pas mal. Puis moi, dès qu'on peut imposer le communisme, bon, on va l'expliquer un peu parce qu'il faut quand même qu'on fasse l'effort, mais dès qu'on peut parler du communisme concret, moi, ça me plaît, tu sais bien. Eh ben, vas-y, on va, lire un peu des, critiques pour essayer d'y répondre. Alors, je vous rappelle un peu ce que j'avais, raconté. J'avais raconté que le communisme, c'était un mode, de production et notamment un mode aussi, où, les producteurs et les consommateurs ne sont plus scindés et où, le consommateur n'a pas besoin de passer par un marché et par l'argent pour pouvoir consommer. C'est la phrase de Marx, «d'à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins». C'est-à-dire tu as besoin, de farine, d'huile, d'eau ou de je ne sais quoi et ben, tu le consommes et puis, tu n'as rien à payer parce que en fait, on a planifié la production pour qu'on, ait assez, pour tous et pour que les gens puissent, consommer. On a adapté la production à la consommation des gens directement et donc du coup, on a produit dans le but que les gens consomment. Alors qu'aujourd'hui, on produit dans le but de faire du profit, ce qui est quand même vachement différent, ce qui fait que des fois, on choisit, de produire, pas assez pour raréfier quelque chose et faire plus de profit ou on choisit de produire, beaucoup, beaucoup parce que, on n'a pas une économie planifiée. Donc il y a plein de petites entreprises qui se tirent la bourre et qui produisent, qui produisent, qui produisent, qui essaient de faire baisser les coûts et au final, à la fin, il y a la moitié de la production, mondiale qui est jetée. Enfin voilà, c'est pas du tout planifié et c'est produit pour, faire du bénéfice, capitaliste. Nous, on voudrait et on pense que, ce qui peut résoudre la crise économique actuelle, c'est un système où on produit pour que les gens puissent consommer, ce qui est quand même beaucoup plus humaniste et ça passe par l'abolition du marché et de l'argent, parce que le marché et l'argent sont des modes de répartition de la pénurie. C'est-à-dire que quand tu as pas assez de quelque chose, bah, tu dis, «C'est au plus offrant». Quand tu as pas assez de la plupart des choses, tu dis: «C'est au plus offrant», tu mets, ton bien sur le marché et l'argent sert à quantifier combien tu es prêt à en mettre. Alors le problème de tout ça, c'est que, la rareté, au lieu d'être objective, devient subjective. Il y a des gens pour qui il y a rien qui est rare parce qu'ils ont l'argent et ils achètent tout ce qu'ils veulent. Puis il y a des gens pour qui tout est rare et ils ont pas assez d'argent, ils ne peuvent pas consommer, ils crèvent la faim et donc en fait, on fait du marché, le mode ultime de répartition des biens. De ce qu'on dit, c'est que dans un, mode de production où on aura atteint l'abondance dans la plupart des produits, on aura planifié la plupart des produits qui nous servent à vivre, et ben, les gens pourront venir se servir. Eux, ils produiront aussi des choses dans leur travail s'ils sont évidemment en état de travailler. Il y a peut-être des gens qui ne pourront pas travailler pour des raisons de handicap, quoique, dans une société communiste, on pourra imaginer, bah, qu'il y ait du travail aussi qui s'adapte aux personnes et donc qu'il y ait beaucoup moins de gens qui ne puissent pas travailler parce que, le travail ne sera plus un espèce de truc, on essaie de tirer un maximum de profit de toi, quitte à sacrifier ta santé mentale ou physique. Mais bref, et bah, dans ce mode de production-là, il n'y aura que quelques biens qui seront rares parce que intrinsèquement rares. J'avais parlé de places de concert, quoi qu'on pourrait faire plus de concerts, donc c'est pas forcément le truc rare, au maximum. J'avais parlé du vin parce que moi le vin j'aime bien ça et c'est vrai qu'il y a des vins qui seront toujours meilleurs que d'autres parce qu'il y a des terroirs qui sont pas, qui sont pas trop remplaçables et donc qui seront intrinsèquement rares et donc reste la question de comment on répartit cette rareté. On n'est pas obligé de le répartir par le marché, car encore une fois, quelque chose qui est rare pour moi devient non rare sur le marché pour Bernard Arnault, parce que Bernard Arnault, il a assez pour acheter tous les biens rares du monde, parce qu'il a beaucoup d'argent, quoi.
Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on répartit cette rareté. Alors il y a plein de modes de répartition de la rareté qui ne passent pas par le marché et l'argent. Ça peut être des tirages au sort, ça peut être premier arrivé, premier servi, ça peut être le mec qui s'intéresse le plus parce que je sais pas, il fait partie de la fédération française de basket. Bah, il y a un match de basket, les places elles sont limitées. Bah, peut-être que les enfants, les ados ou les gens qui font du basket, ils sont un peu prioritaires. Et voilà, enfin, il y a plein de modes qu'on peut combiner entre eux et on pourrait même en trouver d'autres, mais on n'est pas obligé de passer par l'argent. Et donc, quand on a dit ça, on s'est retrouvé quand même avec quelques questions qui ne sont pas forcément des critiques, ou quelques critiques même. Et on va tenter d'y répondre avec Chris. Mais déjà, est-ce que j'ai fait un bon résumé, Chris? T'as posé, enfin, non seulement un bon résumé, mais tu as posé pas mal de sujets fondamentaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal expliqué ces derniers temps la fabrication de la plus-value dans le capitalisme. Là, on est dans un truc différent, c'est-à-dire on est plutôt sur la valeur d'échange et la valeur d'usage et la circulation des marchandises, c'est-à-dire indépendamment si elles fabriquent de la plus-value ou pas, bon, par définition, dans le capitalisme, elles en fabriquent. Mais là, de montrer justement que qu'est-ce que le marché? Le marché est un mode de circulation des marchandises horizontal, non normé, qui permet de faire en sorte que les consommateurs trouvent à peu près ce qu'ils ont besoin, à peu près, on va voir tous les problèmes que ça pousse, etc., sans se connecter avec les producteurs. Et de l'autre côté, que les producteurs produisent et que le marché, les signaux du marché, l'information qui est sur le marché, puissent leur permettre de dire bah là, il faut arrêter de produire ou là, il faut continuer à en produire. Donc, c'est un mode une mode de régulation par boucle rétroactive, etc., par obtention d'informations. Mais c'est un mode de production chaotique, puisque comme tu l'as dit, bah, souvent bah, les besoins évoluent plus vite que les outils de production, que les forces productives. Donc souvent, il y a des besoins qui ne sont pas fournis. Euh, et inversement, des fois, il y a des besoins qui sont surfournis. Voilà. Donc il y a du gaspillage, il y a des crises de surproduction, etc. Et il y a un deuxième élément, plus on va vers ça, c'est le marché, on va dire, standard, orienté même vers fournir les besoins. On peut avoir une logique de marché orientée vers les besoins. C'est par exemple Frio ou Lordon vont réfléchir à ça. Comment on fait à garder un marché, ou les anarchistes, par exemple. Les gens qui vont penser les coopératives qui produisent, mais sans extorsion de la plus-value. Ce serait déjà mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le problème, tu l'as aussi dit dans ton intro, c'est aussi que le capitalisme, il marche contre le marché. Pourquoi? Parce que l'objectif d'un capitaliste, c'est surtout pas de fabriquer les besoins des gens, c'est de faire de la plus-value. Donc, si demain, il peut sacrifier des besoins, sacrifier un concurrent, mais que ça lui permet d'augmenter sa plus-value, il va le faire. Donc, en plus, il y a à la fin, et c'est pour ça que le communisme est un mouvement de l'histoire et pas simplement une utopie. À la fin, ce qu'on se rend compte, c'est que non seulement le marché est problématique et chaotique, il sert à gérer la pénurie, comme tu l'as dit, mais en plus, le capitalisme qui est né sur le marché précède de bien des siècles le mode de production capitaliste. Aujourd'hui, le capitalisme et le marché entrent en contradiction. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont vu les néolibéraux, et ils se sont dit, bah, le néolibéralisme vient de cette conclusion. Comme le capitalisme rentre en concurrence avec le marché, eh ben, il faut un tiers, l'État, pour pouvoir réguler, normer, etc., pour pas que les effets du capitalisme en viennent à sacrifier son mode de distribution, le marché. Donc là, on a vraiment une contradiction fondamentale entre un mode de production et son mode de distribution. Ouais, Voilà. carrément. Bah, pour en revenir d'ailleurs à ça, on pourrait commencer par une première remarque qui nous a été faite par un camarade qui s'appelle Frisson Joyeux sur Twitter. Et il nous dit: dommage de mettre l'accent uniquement sur le communisme comme autre mode de répartition et pas comme autre mode de production. Et j'ai dit: vrai, on le fera la prochaine fois. Ah oui, il dit: après, je trouve que le fait de populariser les réflexions sur les possibles modes de distribution est très utile. Bah, alors, j'ai fait ça parce que j'étais
j'étais dans une discussion avec le chat, donc je sais pas pourquoi je me suis orienté particulièrement sur la répartition et donc sur la consommation en quelque sorte. C'est-à-dire Ouais, que bien sûr. toi, en tant que consommateur, qu'est-ce que le communisme va changer dans ta vie? Tu vois? C'était un peu la question que j'ai posée et peut-être aussi parce que je pense que les gens connaissent mieux le communisme comme autre mode de production, c'est-à-dire mode de production où on n'a pas, quelqu'un qu'on va appeler un bourgeois qui va être propriétaire des moyens de production et extorquer de la plus-value à, des individus dont il va louer la force de travail. Enfin, tout ça, j'imagine que vous le connaissez. Alors si vous le connaissez peut-être pas, peut-être qu'on peut refaire des bases, mais je pense que sur la chaîne, beaucoup de gens, sont au courant de ça. Dans le capitalisme, vous avez, des gens qui ont des moyens de production et au nom du fait qu'ils ont des moyens de production, ils vont aller louer sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, la force de travail de certaines personnes qui vont dire: «Bah, moi, je loue, 35 heures de ma force de travail, je viens prendre, cet emploi» et sur les 35 heures de leur force de travail, ils produisent, je sais pas, disons qu'ils produisent 1000. Et ben, le capitaliste, le bourgeois, il va, donner 800 à cette personne ou il va donner 500 à cette personne et il va garder 200 sur les 1000 qui ont été produits et donc du coup, il extorque ce qu'on appelle la plus-value, il se fait un profit capitaliste et le travailleur, lui, se retrouve dépossédé d'une partie de sa production. Ben, un mode de production On a communiste, ce fait sera un un mode. très bon PowerPoint là-dessus. On a fait un très bon PowerPoint, vous pouvez aller voir, je crois qu'il y a une playlist, le marxisme expliqué, par Position Revue, un truc comme ça. Allez voir tout ça ou alors les React Amos Majorum aussi sont pas mal pour ça. Mmh. Mais ça, vous connaissez sûrement. On n'a peut-être pas parlé aussi du mode de production communiste par contre, on pourrait en parler, par rapport aux prises de décision. Ça peut-être que ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est un peu spéculatif quand on en parle, c'est-à-dire ce que j'ai en tête, c'est quand vous êtes dans le capitalisme, qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui décide? Ben, le gars qui est propriétaire. En dernier lieu, c'est toujours le gars qui est propriétaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une agentivité des employés. Ça ne veut pas dire que quand vous avez un média qui appartient à tel milliardaire, vous qui êtes pigiste ou qui êtes dans la rédaction ou je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas imposer, essayer de mettre un article qui ne va pas forcément dans la ligne du propriétaire. Mais ça veut dire qu'en dernière instance, si le mec, il trouve que ça va trop loin et qu'il veut foutre à la porte le chef de la rédaction pour en mettre un autre parce qu'il n'est pas sur sa ligne, il pourra le faire. Et donc, c'est lui qui a le pouvoir en dernière instance. Et donc, un, ça lui permet d'agir directement. Et deux, indirectement, tous les gens qui sont dans la boîte savent qu'ils sont sous le couperet de l'actionnaire majoritaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre dans le capitalisme. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a eu, nous, en tête quand on a créé notre association. C'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on fait pour créer une dynamique où il n'y a pas un type qui a le pouvoir, où il n'y a pas un type qui, si un jour il fait de la merde, si un jour il devient un traître, si un jour c'est plus simple pour lui de rester chez lui et de toucher de l'argent, on peut pas le virer, tu vois. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'aujourd'hui, bah, ce soit Chris, moi, Zoé, qui soit par exemple mis en avant, mais aussi parce qu'on a le temps et la volonté de militer sur Internet, mais demain, si bah, l'association décide que c'est pas moi, que c'est pas Chris, que c'est pas Zoé, ou si voilà, et on a changé de ligne politique, si on a fait une connerie ou je sais pas quoi, bah, on peut être viré, remplacé par quelqu'un d'autre. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est une question à poser en tant que communiste au capitaliste, c'est-à-dire quelles sont les autres possibilités de gouvernance, d'organisation collective de production. Là, nous, c'est de la production en partie médiatique, mais ça peut être de la production de ce que vous voulez, en fait. Le problème reste la même. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus être soumis à une hiérarchie très verticale qui autorise certaines dominations, un certain contrôle des autres? Il y a la forme association, mais dans le communisme, on pourra imaginer des formes qui seront beaucoup plus verticales que la forme association, qui peut rester une forme où il y a une certaine verticalité quand même, malgré tout, quoi. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça, Chris? Ah bah si, bah, on est d'accord, mais on a eu ces discussions, de manière, passionnée, au début de la structuration. Au départ même, moi j'ai voulu faire je vais assumer une société, alors à part Le égale. capitalisme mental, il a dit: «Je vais être actionnaire majoritaire». Non, 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 tu te rappelles quand même qu'on était 6 et c'était, le capital social était divisé en 6, mais Oui, il y bien avait sûr. pas d'actionnaire majoritaire, donc c'était déjà mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a eu ces discussions en se disant et vous voyez, on était divisé en 6, on avait tous des bonnes intentions en se disant, bah, voilà, c'est comme on pense peut-être qu'il y aura, de la vente de produits et tout, enfin, c'était un moyen simple. Mais en discutant, on s'est dit: «Bah, non, en fait, ça peut nous orienter, malgré les bonnes intentions du départ, ça peut nous orienter, les structures, la structuration, ce rapport de coopération,
peut nous changer nous-mêmes et nous orienter vers la volonté de profit et la concurrence, etc. Donc, Et Padu avec son, tu vois, avec son bagage un peu, schwardien est ouais, venu et a là, dit: «Non, on fait une association». Et moi notamment, je m'inspirais un peu de ce que faisait le Canard Réfractaire parce que j'étais déjà un peu en contact notamment avec Johan et tout, et je trouvais que c'était assez sain ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire une association, où, bah, déjà tu connais leurs dépenses un peu, tu sais ce qu'ils font, tu sais que c'est pas foireux quoi, tu sais que, il y a un peu de démocratie et tout, et je trouve ça beaucoup plus sain au final que, un truc de l'ombre où tu sais pas trop qui maîtrise quoi et qui est actionnaire ouais. quoi. Alors, alors, c'est intéressant. On en avait parlé, Cathédrale Osseuse et moi, sur une vidéo de React à un React de Dany Heras sur un boulanger. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, 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 sur le El Famoso Boulanger. Voilà, donc justement sur bah, le mode associatif. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je vais le rappeler ici. Le mode associatif, une association est considérée comme, dans le monde du marché, une entreprise privée, mais ce n'est pas une entreprise capitaliste. Pourquoi? Parce que une association n'a pas de capital privé. C'est-à-dire que il n'y a pas de capital social qui peut être revalorisé et qui est une propriété privée que vous pouvez vendre ou dont vous pouvez profiter. Et là, quand je dis dont vous pouvez profiter, c'est vraiment au sens concret du terme, pas du. C'est vraiment t'en tires du profit, quoi. User Donc et une, abuser. ouais, voilà, c'est ça. Donc une association est de fait une organisation dans le marché en dehors du capitalisme, non capitaliste. Voilà. Mais comme vous pouvez avoir des organisations non capitalistes dans le marché, quand c'est des services publics, par exemple. Vous voyez, Et c'est comme, d'ailleurs un truc, c'est pour ça d'ailleurs au début que tu voulais un peu faire une entreprise, c'est que c'est plus dur pour nous, par exemple, oui, si on veut voilà. faire du merch. Et ben si on veut faire du merch, il y a des entreprises qui peuvent se positionner contre nous et porter plainte en disant: «Ils me font une concurrence déloyale», alors qu'eux-mêmes ne sont pas des entreprises et ne sont pas censés le faire. Et donc C'est ça. tout ce qu'on doit faire en tant que si demain le Canard Réfractaire veut vous vendre des petits canards, il faut qu'ils arrivent à le faire d'une manière où ça ne paraît pas être une concurrence, d'une entreprise qui vous vendrait des canards, si vous voulez. Donc, il y a une particularité culturelle, donc les prix sont vachement différents, qu'il y a une part de vous voyez que c'est alors je sais pas, nous on fait pas de merge, donc on n'a pas encore bien réfléchi ces sujets-là. Mais, c'est un peu le problème de l'association, c'est que, dans le monde capitaliste, il y a des barrières aux associations qui fait que si on vendait moins cher qu'une entreprise en faisant la même chose, on pourrait peut-être se faire taper dessus ou des choses comme ça, alors que c'est Il complètement y a- con, hein. C'est une barrière en fait à un truc plus social, mais malheureusement c'est le cas. Et il y a des barrières en termes de chiffre d'affaires par an, etc. Enfin, vous voyez, c'est Vous vraiment. voyez, si on veut faire de l'édition, par exemple, c'est un truc qu'on s'est déjà dit, hein, si on édite des vieux textes qui n'existent Comme plus. Moss Majorum. Non, mais si on utilise des vieux tests socialistes, personne va nous casser les couilles déjà, je pense. Mais en plus de ça, on dira, enfin, il y a une particularité culturelle à ce qu'on fait. On édite des textes qui n'existent plus. On ne fait concurrence à personne sur ça. C'est dans le but, dans un des objectifs de notre association, c'est-à-dire de faire vivre la culture. Par contre, si on commence à éditer des textes, le même texte qu'une entreprise, en lui faisant concurrence et en le vendant moins cher, là, il y a moyen qu'on se fasse taper dessus, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Et je te dis, même, on sera même limité en termes de. Ça veut dire que même demain, on sera limité en termes d'hégémonie, voire de croissance, parce qu'on sera une association. Donc c'est vraiment un marché. Tu vois, le capitalisme, on parlait justement du marché et du capitalisme. Bah, vous voyez, les normes, le capitalisme essaye de maintenir le marché alors qu'il rentre en contradiction avec lui et inversement. Ça, cette thèse de la contradiction du marché et du capitalisme, c'est pas quelque chose qui est très fréquent à analyser. Il y a des gens qui résument par exemple le marché le capitalisme et le marché qui les confondent. Les Quelqu'un anarchistes qui est font beaucoup très ça. Ouais, et quelqu'un qui est très intéressant, par exemple, mais moi j'ai beaucoup de critiques à lui faire, c'est Karl Polanyi. Voilà. Donc Karl Polanyi qui a écrit La Grande Transformation, enfin c'est un livre assez connu. Lui, il voit vraiment les deux en même temps. Il y a aussi des communistes qui considèrent que le marché est le mode normal de distribution du capitalisme et que le mode de production et le mode de distribution sont toujours cohérents entre eux alors qu'il y a des contradictions. Chez Marx, notamment dans le livre 3 et dans les thèses sur la plus-value, on voit que Marx
et il a jamais fini tout ce travail-là, même le livre 2, et cetera. Et on voit que Marx pressent des contradictions entre les 2. C'est pas tout à fait très prégnant à son époque, donc c'est très, très difficile, mais ce génie intellectuel qu'il était le pressent, notamment dans le livre 2 et dans les autres livres. Pourquoi je reviens à ça? Parce que justement, je rappelle ce que je disais dans une association, il n'y a pas de capital, donc ça veut dire que personne ne peut prendre du dividende, ça veut dire que personne ne peut, parce que l'entreprise continue, s'étend sur le marché, étend son chiffre d'affaires, obtenir de l'argent en termes de rapport de propriété, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capital. Et donc, comme tu l'as dit, ne peut pas, ce que tu disais, Padu, ne peut pas imposer des décisions qui seraient contraires à toute forme d'objet social de l'entreprise, par exemple. Imagine une fabricant de bouteilles d'eau qui sert normalement à fournir de l'eau aux gens, ne peut pas prendre des décisions où l'eau serait polluée, etc., ou ce service, etc., comment dire, serait néfaste parce que justement, il en tirera plus de capital à pas faire des normes, etc. Donc, Je sais pas si tu as pris cet exemple au pif, mais je crois que c'est. Alors, je veux pas dire ce connerie hein, parce que ça peut faire du mal à la Nestlé, marque. Nestlé, C'est non, non, c'est Nestlé? Nestlé. Ouais, tu Ouais, vois, bah, où il y avait des remontées de gens qui disaient il y a trop de cyanure dans l'eau, je crois que c'était ça, ou d'arsenic. Il y avait un truc comme ça, il y avait trop de quelque chose dans l'eau, et ouais, tous Nestlé les avait déjà pollué. ingénieurs qualité faisaient remonter le truc, et les gars, bah, comme il aurait fallu fermer la source d'eau pendant quelques mois, histoire de faire en sorte qu'elle soit moins polluée ou je sais pas quoi, ils ont passé ça sous silence, et ils ont continué à vendre ça, alors que tu vas avoir des nourrissons qui peuvent avoir leur biberon dilué avec ça, des femmes enceintes, enfin des gens qui sont dans des... La plupart des gens, en fait, ça va rien leur faire, tu vois, mais des gens qui sont dans des situations de sensibilité accrue à ce genre d'atomes ou ce genre de molécules, tu vois, bah, ça peut être quand même un peu dangereux pour eux. C'est en dehors des normes, mais parce que c'est une société qui fait du profit et pas une société dans un monde communiste où bah, au final les travailleurs... Dans un monde communiste, comme il n'y a pas de scission entre le consommateur et le producteur, quand toi-même tu es consommateur et que tu produis de l'eau et que tu te dis l'eau elle est pas buvable, tu te dis bah, moi j'ai pas envie d'en consommer, on arrête un mois la source, on nettoie, on fait je sais pas quoi, on la dépollue, et puis après on refera de l'eau. Parce que tu sais que ça peut être toi et ta famille qui allez consommer l'eau. Sauf que dans une société capitaliste, on ne produit pas de l'eau pour que les gens consomment de l'eau, on produit de l'eau pour faire du profit. Et donc la première décision des actionnaires et des mecs qui ont la boîte, c'est est-ce que si on arrête l'eau, si on arrête la production d'eau, on va perdre de l'argent? La réponse est oui, donc on continue de produire de l'eau polluée. Et Et c'est puis ça la en plus, différence entre une société communiste et capitaliste. justement, cette illusion du marché, ça on peut y revenir, cette illusion du marché fait croire qu'il y a une alternative à l'eau. Imaginons que vous êtes ingénieur, c'est Nestlé. Il y a des gens qui sont des lanceurs d'alerte dans les grosses entreprises. On a vu des faillites, Enron, voilà, etc. Imaginons que vous êtes ingénieur chez Nestlé, vous remontez le truc, vous prenez de la violence hiérarchique, voire même des menaces sur votre poste. Bon, bah, vous vous dites, ben, je vais aller acheter de l'eau chez mon concurrent. Parce que vous produisez vous-même une eau que vous savez polluer. Donc, vous dites, le marché va. Je vais pas prendre de l'eau, je vais prendre de la cristalline au lieu de prendre de l'eau Nestlé, quoi. Voilà. Mais en fait, ça, c'est vraiment le fétichisme de la marchandise. Parce que il y a de fortes chances que pour que votre concurrent soit égal à vous-même, il ait les mêmes sortes de pratiques. Vous voyez, c'est comme ces deux entreprises capitalistes, en fait, vous allez vous donner l'illusion d'avoir des choses différentes, mais comme le mode de production derrière oblige aux mêmes logiques et aux mêmes structures, aux mêmes rapports capitalistes, bah, ok, vous savez que celle-là, elle est polluée, donc effectivement, vous avez si vous êtes sûr que celle-là est polluée, vous avez tout à parier que l'autre ne le soit pas, mais il y a quand même de fortes chances qu'elle le soit aussi, parce qu'elle est produite dans les mêmes conditions, quoi. Chris est en train de Donc, dire l'eau sera plus pure sous le communisme, hein. bah alors là, et je le dis, et je le redis, et je le re-redis. mais, mais justement, parce que tu as bien expliqué, parce qu'il n'y a aucun intérêt autre que l'eau soit bonne quand tu la produis de manière communiste, quoi. Quand tu la produis pour toi-même, c'est comme si vous disiez, moi, quand je fais de la cuisine pour moi, je rajoute, je rajoute du cyanure dedans. Ça n'a aucun intérêt. C'est quand vous vous faites à manger, vous essayez de faire ça proprement. Enfin, je sais pas, c'est ce que le commun des Bah, mortels fait. d'ailleurs, moi je Voilà. vois pour faire toutes sortes de liquides, de la bière, du cidre ou des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé, notamment en bière, tu sais, d'avoir un brassin
où tu te dis: «Ouais, ça va pas être bon», bah, tu le jettes, tu vois? Mmh, Quand c'est c'est pour le ça. vendre et puis que tu Voilà, dépends, de quand ça et t'as tout pour vivre, tu te dis: «Bah, quand je tu vais le des dépenses, diluer dans un autre qui est un peu meilleur pour faire un produit un peu moyen, mais qui ouais, va se vendre quand même», tu vois? Alors que exactement, moi, je parce que suis tu là as pour acheté la la qualité, je matière me dis: «Si c'est première. pas bon, je le bois pas et puis basta», tu Voilà, vois? parce que tu as acheté la matière première, parce que, c'est des coûts et que, si tu veux absorber ces coûts de matière première que tu jettes, tu vois? Enfin, c'est un vrai problème. C'est qu'effectivement le coût de, heu, les coûts de production font que, bah, le gaspillage, et cetera. Alors le gaspillage en fin de chaîne, c'est beaucoup, mais le gaspillage dans le mode de production est évité au prix, comme tu l'as dit, de fournir de la merde. C'est-à-dire de dire: «Ah non, allez, ça passe». Tu sais? Dans l'industrie, c'est vraiment ça, c'est: «Non, mais c'est bon, ça va tuer personne», tu vois? En fait, à la fin, tu sais, tu te dis le gars, il commence à dire: «Bon, c'est juste pas très bon au goût. Ouais, ça tue personne. Bon, là, bon, ça va tuer personne parce qu'ils vont juste être malades. Ouais». Et à la fin, quand tu commences à dire ça, tu vois? Ça a pas tué Bah, beaucoup de personnes à la fin, tu sais? tu à des morts, quoi, tu vois? Mais c'est exactement le même rapport. Et là, c'est dans la consommation, enfin dans le produit final, mais c'est la même chose pour le mode de production en lui-même. C'est pour ça que bah, le premier commentaire que tu as fait, moi, je suis pas d'accord. Le mode de production et le mode de distribution, il est cohérent. Et c'est de la même manière quand vous consommez, quand vous fabriquez de manière communiste, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit des produits, j'allais dire acceptables, mais bien plus qu'acceptables, estimables, voilà. Estimables non pas par de la valeur, mais estimables en soi pour leur consommation, pour leur valeur d'usage. Et bah, de la même manière, pareil, quand vous produisez de manière communiste, bah, vous essayez de produire dans des bonnes conditions. Voilà. Si aujourd'hui il y a des milliers de morts au travail tous les ans, que la France est hyper mal classée là-dessus, etc., c'est aussi parce que de la même manière, quand tu dis au patron, ouais, mais là, il faudrait mettre une rampe, là, il faudrait réaménager la ligne, parce qu'on se cogne la tête, là, il faudrait mettre des EPI. Alors, EPI, c'est équipement de protection individuelle. Bah, tout ça, c'est des coûts pour l'entreprise. Donc, s'il peut éviter de les avoir, oh, bah, le gars, c'est bon, il a qu'à faire gaffe, il pense la tête, puis s'il se cogne, il aura une bosse, et puis voilà. Et bah, tout ça, c'est aussi de la violence faite sur les corps, sur les gens, sur la psychologie. Bah, là, on parle de coups, mais ça peut être aussi des coups psychologiques. Bah, tu sais ça mieux que moi, tu dois peut-être en voir, je sais pas, pas dû, mais voilà, de la même manière, c'est aussi parce que justement le producteur est lui-même une machine, une matière dans le process de travail et n'est pas le centre même de la production. Le producteur est un élément de la production qui est décidé par d'autres. Mmh. Euh, et souvent contre son intérêt en termes de classe, c'est-à-dire il est exploité, mais contre son intérêt direct, même individuel, c'est-à-dire Mais c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans le physiquement et capital. intellectuellement. Tu Mm. vois? Les c'est pour ça qu'au début je disais, on loue votre force de travail. Il faut vraiment pas croire que vous êtes acteur, même si ça fait mal de le dire parce que vous avez l'impression d'être acteur. Il y a une contradiction, hein, quand vous travaillez évidemment. Mais, d'un point de vue bourgeois, d'un point de vue du mec qui a les moyens de production, vous êtes une ressource humaine. Il y a besoin de, de louer de la force de travail pour transformer, tout un tas de ressources, de matériaux et tout, dans une marchandise qui après va être mise en vente sur le marché. Donc vous êtes quelque chose dont, le bourgeois a besoin, qu'il veut payer le moins cher possible et dont il veut tirer le plus possible, et c'est vraiment une ressource, quoi. C'est pour ça que ce terme de ressources humaines, et c'est Chapoutot qui le dit souvent, que c'est un terme d'origine nazie, de dire, ressources Ouais, humaines, que c'est vraiment l'objectification maximum de l'être humain. Mais c'est un terme d'origine nazie qui a tout son sens dans le capitalisme. C'est pour ça qu'on peut aussi comprendre le nazisme comme un espèce de mode absolu du et capitalisme sans foi ni loi qui a besoin de résoudre sa crise d'une manière la plus déshumanisante possible, quoi. mais dans l'analyse, même, de la valeur qu'on fait au sein des entreprises, on parle de ressources, pour les machines et pour ce qu'on appelle, ressources machines ou ressources MO, main-d'œuvre, c'est égal. Une machine ou la MO, c'est de la même manière. On va faire des amortissements et puis des coûts de charge pour la MO, et cetera, mais tout ça doit être
comme la matière première, tout ça doit être rentable, c'est-à-dire obtenir un certain rendement. Tu vois. Et donc, il y a le rendement de la matière. Par exemple, typiquement, le rendement de la matière, c'est, je sais pas, quand vous faites une recette avec tels ingrédients, il faut faire en sorte que ces 1000 kilos que tu as mis en ingrédients, tu parlais de ton brassin de bière, voilà. C'est 1000 kilos que tu as. C'est une tonne de bière. C'est à peu près ce que tu fais par jour, Ouais, c'est quoi, une ça, tonne de ouais, bière. ouais. Non, mais c'est une tonne de matière première que tu as acheté. Elles doivent rendre, j'en sais rien ce que ça fait, combien il y a de pertes, tu vois, au moins 800 kilos. Tu te dis, il faut que le process il soit maîtrisé pour que au moins 800 kilos soient faits. Parce que si tu descends en dessous, tu as fait 700 kilos que de produits finis avec tes matières premières. Donc, tu vas pas être rentable. Et ben, pareil, la main-d'œuvre est une ressource. Il faut te dire, oui, quand vous produisez 800 kilos de cette bière, la main-d'œuvre qui va la mettre en bouteille, etc., il faut qu'elle ait fabriqué 120 canettes à l'heure. Si elle n'en fabrique que 110, les cadences sont pas bonnes. Et donc, ça veut dire que la matière première humaine, la ressource humaine, n'a pas été assez, n'a pas fait assez de rendement, n'a pas été assez rentable. Et ça, c'est l'objectivation du capitalisme qui fait ça. Et on le voit bien. Et c'est le mode de distribution est en phase avec ça. C'est pourquoi? Parce que derrière, on se rend compte que le produit fini lui-même, et c'est pour ça qu'il y a plein de merde, il y a plein de problèmes, etc. Le produit fini lui-même n'est pas l'objet final des entreprises capitalistes. C'est un support de la valeur d'échange qu'on peut accumuler. Voilà. Et c'est de ça que le communisme, on va peut-être être plus concret là, mais c'est à ça que doit servir le communisme. C'est-à-dire faire en sorte que les biens, ouais, on dit ça en français, on dit ça aussi en anglais, the goods, tu vois, c'est les produits, quoi. Voilà. Et bien que les produits soient bien, quoi. Et bien en rapport avec la demande, et bien en rapport avec la consommation, mais jamais des biens, c'est-à-dire des supports d'accumulation de valeur d'échange. D'où le Ouais. fait que on doit sortir de la valeur d'échange. Et ça, c'est des choses que les gens ont du mal à comprendre. Sortir du marché. Et en fait, les gens, ouais, ça c'est intéressant, mais on peut voir avec les autres questions. Mais en fait, sortir du capitalisme, ce ne sera pas sortir simplement de l'exploitation capitaliste. Il va falloir aussi sortir du marché et sortir de la monnaie et de la valeur d'échange. Pourquoi? Parce que partout où il y aura de la monnaie et du marché, le capitalisme et l'exploitation pourra réapparaître. Parce que ce sont ces conditions d'apparition. Ouais, ouais. On va passer à d'autres questions. Il y en a une là que j'ai trouvée dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de bons commentaires, donc c'est pas si facile de trouver les mauvais commentaires. Et d'ailleurs, tiens, je Euh, prends un truc. Ouais, vas-y. Puis je vais ouais, prendre vas-y, vas-y. un exemple que tu as pris l'autre fois. Vas-y, Non, mais vas-y. tu disais sur. C'est très intéressant, mais on en a parlé souvent entre nous, la subjectivation et l'objectivation de la rareté. Ouais. Effectivement, le capitalisme, en faisant que des gens peuvent accumuler à l'infini de la valeur d'échange, rien n'est rare pour eux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait la rareté dans le mode social capitaliste? C'est le fait de ne pas avoir de valeur d'échange en face de multiplicité de biens. Aujourd'hui, demain, quand vous êtes au SMIC ou voire même au RSA, vous avez une accumulation de biens en face de vous qui sont tous rares pour vous parce que vous avez très peu d'accès, parce que votre minimum de valeur d'échange qu'on vous donne, voilà, c'est ça qui permet l'accès à la consommation collective. Voilà. C'est là Et ça, où tu sais, Kluskar est limpide quand il dit la société de consommation, pour qui? Parce qu'il y a des gens, c'est pas parce qu'il y a plein de trucs qui sont produits pour que tu puisses le consommer, si t'as pas l'argent, en fait, tout devient rare, et c'est pas la ouais, société de consommation, hein. Tu prends Paul, cathédrale osseuse, tu vois, qui est au RSA. Je pense pas que ce soit la société de consommation pour lui, tu vois. C'est pas parce que les non, c'est supermarchés sûr. sont pleins qu'il peut tout consommer et que tout devient à foison, tu Exactement. vois. Et c'est ça qui est important, c'est que quand nous on fait le graphique en ce moment, etc. Puis on répartit les gens au niveau de salaire. Mais le salaire, c'est pas simplement dans le mode de production ce qu'on vous donne pour reproduire votre force de travail. Cette reproduction de votre force de travail, c'est aussi une catégorisation sociale qui vous normalise l'accès à la production collective. Et quand vous êtes ouvrier, on vous dit, paradoxalement, c'est vous qui participez le plus à la production, mais c'est vous qui aurez le moins accès, puisqu'on vous donne le minimum du minimum d'accès, c'est-à-dire les salaires les plus bas. Vous voyez? Et donc, le salaire, et c'est aussi pour ça qu'on critique la proposition de Frio sur le salaire à vie,
qu'on considère que la production étant de fait un processus collectif où chaque tâche est essentielle et non individualisable en termes de rentabilité. Voilà, c'est parce que ça, c'est vraiment un processus capitaliste de faire ça. On en a parlé quand on faisait Mos Majorum. Ben, on considère que puisque on produit collectivement, on doit avoir accès collectivement. Et c'est-à-dire de dire que ben, dans une entreprise, par exemple, qui fabrique, vous voyez, quand vous prenez l'exemple inverse, on a parlé de production d'eau. Quand vous dites, bah, l'ingénieur, il a 4 SMIC, c'est moins que ça, on va dire, 3 SMIC, voilà, ça veut dire qu'il peut avoir 3 fois plus de bouteilles d'eau que l'ouvrier. Voilà. Est-ce normal de considérer qu'il a fait des tâches différentes, etc. Mais est-ce normal que dans une participation à la collectivité, il ait 3 fois plus d'accès aux bouteilles d'eau qu'il a produit en commun avec l'ouvrier? Ben, le mode de production communiste, c'est déjà un mode qui dit ça, c'est pas possible en fait. Et d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'ouvrier va avoir accès à 1000 bouteilles d'eau à 1 euro, admettons, tu vois, parce qu'il gagne 1000 euros, il a 1000 bouteilles d'eau à 1 euro. L'ingénieur va avoir accès à 4000 bouteilles d'eau à 1 euro. Hein. Alors que la consommation peut-être normale, c'est 1,5 bouteilles d'eau. Et donc tu te dis, ils ont produit collectivement des milliers de bouteilles d'eau, mais il y en a un, il va lui en manquer 500. Et l'autre, il va lui en manquer, l'autre, il va en avoir 3000 qu'il va pouvoir convertir en valeur d'échange et acheter d'autres trucs avec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'incarnation même du mode de production capitaliste qui sépare les individus entre eux et qui les sépare de leur travail. Et le mode de production communiste, il doit sortir de ça. Ok, quand vous êtes une équipe de foot, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y en a qui vont marquer des buts, d'autres qui vont faire en sorte qu'on en arrête ou qu'on les empêche. À la fin, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde et l'autre qui a gagné un dixième de Coupe du Monde parce qu'il est défenseur central remplaçant. Vous voyez, il y a pas, on ne dit pas il y a Kylian Mbappé qui est champion du monde et lui, il est un dixième de champion du monde parce qu'en fait, il n'a pas le même poids que Kylian Mbappé dans l'équipe. Bah non, tout le monde est champion du monde. Et bah, c'est ça l'accès à la fabrication collective. Enfin, tous les joueurs de l'équipe de France sont champions du monde. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les structures mentales capitalistes font qu'on réindividualise après cet effort collectif et les gens disent est-ce que le gars qui a joué que 2 matchs des coiffeurs, il est vraiment champion du monde? C'est vraiment, tu vois, ça c'est vraiment une dérive des sociétés capitalistes. Bah, Donc, d'autant qu'en plus, c'est d'autant plus con que justement, quand quand la France gagne le championnat du monde, au-delà d'une victoire même de l'équipe de France, c'est une victoire aussi du football français, des centres de formation, de tout ce qui a été fait en France pour que le foot soit le sport national, le sport où il y a le plus d'adhérents. C'est ça en fait qui est récompensé. C'est pas le fait qu'on ah ait oui, un génie. En fait, c'est toujours le problème de cette espèce d'idéologie du génie, du don, machin et tout. de C'est ridicule. l'entrepreneur, etc., qu'on voit avec Musk, etc. Et ça, c'est des structures mentales dont a besoin le capitalisme pour justifier sa performativité. C'est-à-dire Ouais. de masquer les rapports sociaux et les rapports collectifs sous des initiatives individuelles. Pourtant, étonnamment, tu vois, le pays, qui vraiment le pays de l'entrepreneuriat, tu sais, qui sont les États-Unis, bah, ils nous montrent bien, que, la victoire dans des coupes du monde et tout, c'est, quelque chose de collectif avec leur équipe de basket. Ils peuvent envoyer l'équipe C, ils gagneront quand même parce que en fait, ils ont les meilleures formations de basketteurs, parce que tout le monde joue au basket, parce que c'est une vraie culture, notamment nord-américaine, le basket, tu vois? Et ils peuvent envoyer, des types, tu sais, qui en NBA sont, remplaçants et mettre des branlées à quasiment tout le monde. Alors c'est moins vrai qu'avant, tu vois? Mais quand même, ils peuvent envoyer des fois l'équipe B et l'équipe B, elle est injouable, hein. Mais ce qui est marrant, ils ont ce rapport contradictoire aux choses. C'est que non seulement bah, c'est un sport. Moi, j'aime bien dire que le basket, c'est un sport semi-individuel ou semi-collectif. Tu vois, il y a une espèce. Le fait de jouer à 5, il y a une espèce quand même de surdétermination tu sais, du franchise player, quoi. Tu vois, Ouais. même si on sait que. Et d'ailleurs, leur façon même d'analyser les matchs, t'as plus de stats individuelles que de stats collectives quand ils analysent les matchs Ouais. en NBA. Donc ils ont ce rapport entre les deux contradictoire effectivement, où bah, c'est du collectif et en même temps on aime bien valoriser l'individu au sein de ce collectif. Bah, c'est leur mode de production qui est comme ça, quoi. D'ailleurs, on le voit, hein, quand on voit les différences, pour ceux qui connaissent, entre le basket américain et les autres baskets, hein. Quand tu prends le basket européen ou même quand tu prends des équipes comme l'Argentine et tout, des fois, tu as des types,
individuellement, tu sais pas qui c'est les mecs. Et en fait, dans un certain, système et tout, où c'est rodé, où, ça va créer des tirs faciles, des tirs où, des tirs où il y a pas de défenseur et tout, les mecs sont giga bons, quoi. Tu prends, Ouais, tu vois, tu prends l'Argentine il y a 10 ans, tu prends, avec même la Manu, Serbie aujourd'hui Ginobili. et tout, ça joue de fou et ça joue pas en étant centré sur un seul joueur, quand bien même ils aient un grand joueur dans l'équipe, tu vois? Ouais. Mais donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait, on a parlé de mode de production, les associations, bah, d'entités de production qui pourraient ne pas être capitalistes. Tu as cité un truc sur des modes de consommation de la rareté. Comment on objective la rareté? Et ben, tu as parlé de places de concert. Aujourd'hui, les places de concert, alors même si tu as quand même une échelle de prix, mais une fois que les prix sont fixés, euh, c'est quand même une objectivation de la rareté. Quand il y a un concert de, je sais pas, les grandes stars maintenant, c'est qui Taylor Swift ou voilà, tu vois. Quand Taylor Swift a fait un concert, tu vois, il y a 30 000 places de disponibles. Et qu'est-ce qui va faire que vous en avez une? Bah, c'est que vous êtes bon à cliquer, à rafraîchir votre navigateur comme un dingue. Voilà, vous êtes le premier connecté, etc. Ça, c'est un mode communiste de consommation. C'est-à-dire que Il a demain, vous dit: pourriez «With Even, tu communiste». non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un prix, il y a quand même, tu vois, un effort de rentabilité. Mais si on fait, comment dire, heu, abstraction du prix, à la fin, quand le prix est déterminé, bah, c'est les gens qui mettent le plus d'intensité à vouloir avoir les places en posant une journée pour faire la queue, j'en sais rien, tu vois? On pourrait avoir un mode de production complètement, orienté vers, la subjectivation. C'est de dire: bah, c'est au plus offrant, quoi. Tu vois? Ça, Ouais. ce serait vraiment un mode de production capitaliste qui dirait: «Ben, voilà, c'est au plus offrant et donc toutes les places sont aux enchères». Bah oui, à la fin, il y aura que les très, très riches qui pourront aller voir Taylor Swift, quoi. Et t'as des trucs Et presque féodaux aussi, où j'avais l'impression que, alors peut-être que je me plante, hein, mais que le match de NBA qu'il y avait eu à Paris, là, c'était un peu comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des gars qui se sont fait inviter parce qu'ils connaissent, machin, parce que c'est des stars. Et ça, c'est un autre mode de de répartition. répartition de la rareté qui est ni au plus offrant, ni communiste, c'est-à-dire que tout le monde a sa chance. Mais c'est parce que tu connais un tel qui t'a passé des places ou qui t'a permis de l'acheter et tout. Et ça, c'est vraiment un des trucs les pires, en fait. Ouais, et complètement d'accord. Ça, c'est des modes de réseautage, et cetera, de puissance, et cetera, qui passent par autre chose même que dépenser de la valeur. C'est parce que tu existes dans la société et donc tu as des accès. Et là, c'est vraiment. Alors, c'est féodaux et pas tout à fait. C'est plutôt des phénomènes, on pourrait dire, de cours, c'est-à-dire le post-féodalisme. Tu vois, c'est Mm. vraiment. Tu as des gens puissants et puis tu as des gens qui leur tournent autour, etc. Et ça leur permet d'avoir des accès. C'est vraiment la cour versaillaise, un peu, si tu vois ce que je veux dire, des Mm. phénomènes de. Voilà. Donc, et donc ça, c'est un autre mode de production, effectivement, de la rareté. Voilà. Et tu as d'autres raretés. Bah là, typiquement, tu parlais du vin. Là, ça, c'est très intéressant. Le vin, par exemple, je sais pas, le vin le plus cher du monde, c'est quoi? Ça doit être la Romanée Conti ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça va Ouais, je être, pense, ouais. ouais, tu vois. Donc la Romanée Conti, bon Ou bah, on alors c'est sait les que gros c'est. parentous, je crois. C'est les gros parentous des années 60, je crois. Non, mais je veux dire en termes de production annuelle, tu vois. Ah oui, ça doit être la Romanée On Conti, ouais, je pense. ça la Romanée Conti, tu vois? Et donc la Roma ou Pétrus, peut-être Pétrus, je sais pas. Mais et donc tu vois, ces domaines-là, on sait qu'ils sont exceptionnels, qu'ils ont un nombre de bouteilles limité. Mais clairement, aujourd'hui, acheter toutes les bouteilles qui sortent, de la Romanée Conti, pour quelqu'un comme Bernard Arnault, c'est possible. Et Mmh. pour lui, c'est moins compliqué, c'est moins, comment dire? C'est plus facile d'avoir accès à toutes ces bouteilles-là, que, vous Que n d'acheter, que nous à toutes une. les packs d'eau. Non, mais ouais, d'en acheter une, tu vois? Et ça, Mmh. c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la Romanée Conti, qui est rare en soi, Mmh. en fait, qui est rare en soi, parce que c'est un domaine exceptionnel, qui est alors si vous vous intéressez pas au vin, bah, tant mieux, enfin ou tant pis, j'en sais rien comment on peut le dire, mais c'est pas, on s'en fout pour vous, tu vois? Mais si quand vous vous in quand vous êtes vous inté vous que vous intéressez au vin, vous pouvez être smicard ou très riche. Mmh. Heu, les qualités organoleptiques d'un vin, elles dépendent pas de votre compte en banque, elles dépendent de votre, connaissance, votre palais, et cetera. Et ben, ça veut dire que pour 2 personnes qui ont la même capacité à apprécier de la Romanée Conti, ce qui va faire l'accès entre les 2,
c'est l'accumulation de capital. Et ben ça, c'est un truc profondément injuste. Voilà. Parce que ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir faire en sorte que vous soyez riche ou pauvre, cette rareté-là, je sais pas, cette rareté-là, c'est comme par exemple aller visiter la grotte de Lascaux. Vous voyez? C'est bon, maintenant elle est fermée parce que tout le monde. Mais cet accès-là, c'est un accès de pur usage, de pure émancipation individuelle. Il ne devrait pas être conditionné par votre place dans le process de production et votre accumulation de capital. Donc Alors là, comment on met en place. si on veut être Ouais. juste, aujourd'hui, c'est pas juste le marché qui détermine ça, parce que tu sais, il y a un système d'allocation qui fait que si tu veux pouvoir acheter de la Romanée Conti, faut être client du domaine, depuis je sais pas combien de temps et tout, et je crois même que les allocations, s'héritent, tu vois? Par exemple, imaginons que toi, tu une allocation et dans l'allocation, tu as le droit d'acheter, 3 Ecceso, Vraiment un 6 privilège. je sais pas quoi, tu vois? 6 La Tâche et puis une Romanée Conti, enfin voilà, c'est souvent comme ça, tu vois? Les Ouais. allocations, et ben, tu pourras le céder à tes enfants, plus tard, et donc il y a un truc presque un peu féodal pour le coup là-dedans. Ah là, c'est féodal, c'est les privilèges, quoi. C'est vraiment Ouais. l'hérédité des privilèges, quoi. Oui, parce que en plus, c'est con, ce qui est con, c'est que l'allocation, de base, avait peut-être un certain sens. C'est-à-dire que les mecs qui pouvaient, c'était souvent des gens qui étaient intéressés, tu sais, dès les années 50 à ce domaine-là, qui sont intéressés avant les autres, donc pourquoi pas? Que eux puissent en acheter, pourquoi pas? Tu vois? À la limite, tu te dis: «Bon, ils étaient là avant, ils sont intéressés». Mais le fait de pouvoir passer à ses enfants, ça n'a aucun sens. Et oui, mais alors là, on est vraiment dans l'hérédité, soit des privilèges, voire même l'hérédité, tu vois, enfin, capitaliste, quoi. Hem Et donc la question, c'est, voilà, comment on fait maintenant, du coup, parce qu'effectivement, la Romanée Conti, demain, on pourra pas en produire pour tout le monde. Mais si demain, tout le monde devient fan de vin, on pourra pas quand même faire en sorte que tout le monde ait une bouteille de Romanée Conti dans le monde, tu vois? Enfin, sous le mode de production capitaliste. Bah oui, cette rareté-là, elle va devoir être gérée, par une forme d'égalité. Tu as parlé du tirage au sort, moi je trouve ça pas mal. Le tirage au Mmh. sort sur inscription avec peut-être, Alors oui, sur instruction, parce qu'il y a quand même un mec qui nous a fait la réflexion. Oui, moi si je suis tiré au sort et que j'en veux pas. Non mais mec, on va pas avoir un tirage au sort pour tous les biens rares dans la société sans débile. inscription. C'est le truc de baiser, tu sais. T'arrives, tu vois, ah bah tiens, j'ai été sélectionné pour un concert de Taylor Swift. Bah je m'en bats les couilles. Ça n'a aucun sens. Tu t'inscris et parmi les gens inscrits, il y a un tirage au sort. Bah oui, moi je vais m'inscrire, c'est comme si tu disais je vais m'inscrire, enfin, je m'inscris à un truc que j'ai pas envie de gagner. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment un process capitaliste. Parce qu'aujourd'hui dans le mode capitaliste, tu vas t'inscrire à des trucs que t'as pas envie de gagner, parce que tu sais que tu peux transformer ce bien-là en valeur d'échange. Tu vois? Mais quel est l'intérêt dans un mode production communiste d'aller s'inscrire à un concert, tu vois, que tu pourras. Alors, à la rigueur, tu pourrais l'échanger contre un autre concert. Donc, tu pourrais avoir, tu vois, dans ces modes-là, des phénomènes de troc. Tu vois, je m'inscris à tous les trucs. Et puis, ma bouteille de Romanée Conti, je l'échange contre une place de concert. Bon, à la rigueur, pourquoi pas? Tu vois, ça reste de l'accès à la consommation directe. Tu vois, Après, mais tu peux aussi limiter, dire que le mec qui va au concert, bah, voilà. c'est Et le gars donc, mais tu qui pourrais a dire, marqué tu sur le pourrais dire, par billet, hein. exemple, une fois que tu as gagné ta bouteille de Romanée Conti, tu vois, voilà, non, mais voilà, tu pourrais dire, par exemple, une bouteille de Romanée Conti, tu as le droit d'en avoir une ou deux dans ta vie, tu vois. C'est pas. Tu vois, c'est. Donc, une fois que tu as gagné deux fois, bah, tu peux plus t'inscrire, tu vois. Ouais, ou tu C'est peux plus dire, possible. c'est trop rare, ça n'ira pas en particulier, ça va qu'au restaurant. Les restaurants, ça leur permet de faire des verres, par exemple, des soirées exceptionnelles, je sais pas, une fois par an, une soirée sur tel domaine, Exactement. très rare, où il y a des gens qui peuvent pour le coup s'inscrire et être tirés au sort, où ils vont partager une bouteille à 6 ou 8, ou tu vois? Ça, tu peux avoir plein de modes de répartition, encore une fois, qui sont différents. Et là, du coup, on a objectivé la rareté. C'est-à-dire qu'on a rendu cette rareté égale à tous. Et ça, c'est le mode de communication communiste. Et on l'a désubjectivé. Tu vois, Ouais, là, c'est rare, donc c'est rare. C'est pas c'est rare, donc, donc c'est pas rare pour certains qui ont l'argent, et donc voilà, c'est exactement. inaccessible pour d'autres, parce que c'est ça aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, rien n'est rare pour Bernard Arnault. Le gars, toi, tu vas aller acheter, je sais pas quoi, une chaise. Lui, avec le même niveau, il va pouvoir s'acheter un A380 avec un jacuzzi dedans. Tu vois, tu vois, c'est le même, tu vois, le même délire, quoi. Tu vois. Ouais, c'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. et donc, effectivement, cette désubjectivisation de la rareté, parce qu'il y a des gens très très riches qui ont accumulé, ça c'est vraiment un truc du communisme. Et après, il y a l'objectivation de la rareté, c'est aussi de se dire, bah tiens, tout le monde a besoin d'eau, c'est objectivement
un bien rare, comment on fait en sorte pour que tout le monde s'hydrate? Donc là, il faut transformer le mode de production pour que comment dire? L'eau devienne abondante. Et attention avec ce mot, heu, parce que dit Marx, ce n'est pas l'opulence. Voilà. L'abondance, c'est de faire en sorte que ce, ce bien soit fourni tout le temps à tout le monde et dans les meilleures conditions. Voilà. C'est pas l'opulence. C'est pas on en surproduit, on en a partout, on en dégueule, il y a trop d'eau, etc. Tu vois. Et le mode de production capitaliste est opulent. Le mode de production communiste sera abondant. Il faut faire la différence entre les deux. Ouais, ouais, ouais. J'ai juste d'autres questions. On va Vas-y. peut-être pas faire traîner trop et on fera au fur et à mesure d'autres questions. N'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Il y en a, une qui est revenue souvent, c'est: «Comment tu fais pour inciter les gens à faire des métiers très difficiles d'accès, mais très bien rémunérés, comme chirurgien, par exemple?» Alors, je pense que les gens voudront bien faire chirurgien parce que c'est un métier aussi qui est valorisé autrement que par de l'argent, hein, qui est valorisé aussi parce que les gens se disent: «Ah bah tiens, c'est la personne qui a sauvé mon fils, quand il s'est, cassé je sais pas quoi». C'est donc ça, je pense que ça sera pas vraiment un problème. Mais, la question des métiers est intéressante et notamment parce que moi j'avais dit par exemple qu'il y a des métiers aussi qu'on peut, abolir. C'est-à-dire, il y a peut-être pas de raison qu'il y ait une séparation travail, intéressant, qui est, pour le coup valorisé socialement et un travail où, tout le monde te chie dessus, tu es invisibilisé et je sais pas, par exemple, laver les toilettes, il y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui soit spécialiste dans le fait de laver les toilettes alors que tu peux avoir un roulement ou des choses comme ça ça peut être fait. Et j'avais parlé aussi des éboueurs, il y a des gens qui m'ont dit: «Oui, mais les éboueurs, c'est très spécifique». Mais peut-être que les éboueurs, par exemple, c'est un truc qui doit rester, mais on doit diminuer le nombre de d'heures parce que c'est trop dur physiquement, et du coup, parce que les gens voudront pas le faire si c'est autant d'heures que d'autres. On peut il y a des tu sais, il y a des, métiers comme ça qui sont, chiants parce que tu le subis, parce que ta journée est longue et tout. Si tu y vas en te disant: «Bon, bah, en fait, genre, je fais mes 4 heures et puis je me casse», en fait, ça peut devenir des métiers qui sont, plus valorisants, qui sont beaucoup plus agréables, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont sûrement, trop spécialisés pour être séparés, entre différentes personnes qui ne sont pas, professionnelles et par exemple, peut-être que le métier d'éboueur est un métier technique. Moi, je ne sais pas, je connais pas assez, quoi. Alors, en général, les métiers les plus pénibles sont les métiers les plus faciles à faire. Et je le dis d'expérience, et je vous le dis, c'est vrai, sinon le capitalisme ne tiendrait pas. Les métiers les plus pénibles sont ceux qui sont avec ce qu'on appelle un taux de précarité le plus important. Le taux de précarité, c'est pas le revenu. Dans les entreprises, ce taux-là, c'est le nombre d'intérimaires que vous avez dans un nombre de postes. Vous avez, je sais pas, 100 postes pour faire tourner toute cette ligne. Votre taux de précarité, si vous avez 50 CDI, CDD internes à l'entreprise et 50 intérimaires, vous avez 50% de ce qu'ils appellent de taux de précarité. Donc, les métiers les plus difficiles sont les métiers les plus interchangeables, les métiers les plus objectivables en termes de valeur, et donc les métiers les plus faciles à appréhender. Vous voyez. Donc, pourquoi? Parce que c'est des métiers sur lesquels on ne peut pas se passer. Et donc, il faut trouver un intérimaire tout de suite à midi pour 13 heures parce que c'est le shift de l'après-midi qui commence. Et donc, c'est des métiers souvent très faciles à remplacer. Ça ne veut pas dire que les gens vont être tout de suite efficaces, mais on considère que c'est facile. Euh, Par rapport à ce que tu disais, moi, je vais aller plus loin. En fait, c'est le métier, l'idée même de métier qu'il faut abolir. L'organisation sociale du travail, pas Ce dit aujourd'hui. poseur radical là, hein. Non, mais vraiment, je le dis. L'objectivation aujourd'hui, c'est derrière la question que tu as, la question qui est posée, c'est qui va se projeter 40 ans à faire tel métier dans une société communiste? Et bien justement, cette division du travail social et non pas de la tâche doit disparaître. Effectivement, faire 8 heures à la chaîne, à mettre des cartons sur des palettes toute sa vie, c'est ça qui doit disparaître. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas... C'est un métier, ça ne doit pas être une projection individuelle, ça doit être une tâche comme une autre. Et ce que tu l'as dit tout à l'heure, Padu, ça doit être un roulement. Voilà, ça doit être un roulement au sein des postes de l'entreprise. Et si vous regardez bien, en fait, il y a très peu de tâches qui sont inaccessibles ou compliquées. Moi, dans l'industrie, j'ai l'habitude de dire, non mais même les ingénieurs, quand ils rentrent chez eux, ils font pas des équations pour résoudre la théorie des cordes ou la mécanique quantique, hein. En vrai, non mais en vrai, arrêtez de croire qu'ils sont plus intelligents. Ils font des PowerPoint, des presses. Enfin,
clairement, ils rentrent chez eux, ils regardent souvent les mêmes conneries à la télé, ils s'occupent de leurs gosses. Enfin, je veux dire, ils ont les mêmes rapports au concret que n'importe quel ouvrier. Donc, il faut aussi, et c'est ça qu'il faut abolir, que le capitalisme et la division du travail capitaliste a inventé, pas dû, c'est de se considérer qu'il y a des strates au sein de la société de gens. Tu vois, et ces strates sont fabriquées par l'éducation scolaire, normalement. Tu parlais par exemple de chirurgiens. Aujourd'hui, les chirurgiens qui sont spécialisés, ils sont pas simplement spécialisés parce qu'ils sont bons en tant que chirurgiens, pas du. Ils sont aussi chirurgiens parce qu'ils ont été bons à l'école, parce qu'ils ont un capital culturel. Moi, je sais pas, il y a peut-être moi je suis sûr, et j'en suis sûr et certain, je veux bien mettre ma main à couper qu'il y a des petits pompiers volontaires de 20 ans, tu vois, heu qu'on euh, qui sont intervenus sur des accidents de la route dont on sait qu'ils sont ultra violents, qu'on était capable de poser des garrots, des compresses, intervenir, sauver des gens, etc. Alors que jamais l'accès à la chirurgie, tu vois, leur sera permise parce qu'ils n'ont pas le capital culturel, les structures mentales pour faire de l'école, et que justement leur sang-froid, leur capacité à réagir, moi tu me connais, pas du, on est potes, mais moi, genre, je vois du sang, enfin, genre, je Mmh. vois un truc, je m'évanouis, tu vois, je vois des boyaux sortis de quelqu'un. Et ben, ça, c'est aussi des trucs où tu te dis, ces gens-là, ils pourraient être formés de manière beaucoup plus pratico-pratique, dans la Ouais. nécessité pure d'intervenir, tu vois, de dire, euh, bah tiens, Michael, toi, on t'a vu intervenir, t'es vachement, t'es vachement précis, tu gardes du sang-froid, bah viens, apprendre comment on ouvre quelqu'un de manière pratique et pas simplement de- parce que ce qui nous intéresse dans la tâche de chirurgie, c'est de, à la fin, c'est d'ouvrir un cœur. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout le processuel qu'on pourrait appeler séminariste, tu vois, des bacs plus 9, etc., d'être Sauf capable de mettre. Enfin, tu Bah, sais ça surtout quand mieux tu que moi, mais connais un petit peu les chirurgiens, voilà, et je je te pense que laisse finir. je les diffamerai pas en disant ça, c'est des gens qui font une spécialité qui a quand même peu à voir avec les études qu'ils font avant. Et je dis ça, moi Voilà. aussi, hein, la psychiatrie, c'est aussi assez spécialisé dans la médecine. Mais je veux dire, souvent, quand tu es moi, je me souviens de stages de médecine où tu arrives, tu fais tu sais, un électrocardiogramme, donc un examen du cœur aux patients, à tous les patients qui viennent parce ils vont avoir une anesthésie et tout, je sais pas quoi, tu vois. Il y a un truc, tu sais, une anomalie, mais une anomalie, qui est pas grave, tu vois? Qui est évidente. Et toi, tu arrives et tu dis à ton interne: «Ouais, mais là, il y a ça, mais c'est pas grave», et le gars te dit: «On va quand même l'envoyer au cardiologue», parce que le mec, en fait, ne sait plus lire un électrocardiogramme parce qu'il en fait jamais, parce que c'est pas son job. Par contre, le type, s'il s'agit d'opérer, quelqu'un, c'est son job et il s'y connaît 10 fois plus que moi en anatomie, et comme tu dis, il a du sang-froid et il a de la dextérité et il est habitué, et en fait, il a des capacités qui sont très particulières et pour laquelle il n'a pas vraiment été sélectionné dans les études de médecine. Moi, tu vois, j'aurais pu prendre chirurgie, j'aurais été un très mauvais chirurgien, je pense, parce que je suis quelqu'un, tu m'as déjà vu écrire, tu vois? Je suis quelqu'un qui est pas très, qui est pas très doué, on va dire, quand il faut faire un travail propre, parfait, quand il faut être précis et tout. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien, les disciplines un peu moins précises, on va dire, ou des choses comme ça, et donc j'aurais été un mauvais chirurgien. J'aurais pu, prendre chirurgie. Pourquoi? Parce que j'ai des capacités, peut-être de mémorisation, de travail intellectuel ou des choses comme ça qui étaient valorisées, puis un capital culturel aussi, tu vois? Qui étaient valorisées, dans les concours, qu'on a passés pour, choisir nos spécialités, tu vois? Moi, j'ai un ami qui est un type qui adore les montres, tu vois? C'est un gars qui est extrêmement précis, qui peut te monter, te démonter tu sais, des mouvements suisses et tout. Ouais, Par contre, c'est un type qui a pas beaucoup d'attention et tout, qui a du mal à se poser, et il a pas pu avoir chirurgie, tu vois? Ce type aurait été un 10 fois meilleur chirurgien que moi, tu vois? C'est une évidence, et d'ailleurs, je le vois voilà. même quand il doit faire des points de suture, des choses comme ça, il est bien meilleur que moi parce que c'est un gars qui est comme ça, mais qui n'aura jamais été sélectionné pour ça, tu vois? Et donc c'est vrai que des fois, les modes de conservation de privilèges, parce que oui, être dans une société, être chirurgien, être un notable et tout, c'est important, et donc du coup, on laisse la possibilité, d'avoir ces postes-là qu'à des, gens, pas qu'à des gens, je veux dire, mais tendanciellement à des gens qui ont un certain capital culturel, qui, reproduisent une certaine classe sociale. Bah, c'est un peu dommage parce que même ça nous écarte aussi de certaines personnes qui auraient largement les capacités de le faire, mais qui ne pourront jamais le faire, quoi. Enfin bref, je sais pas pourquoi on parle de ça d'ailleurs, de Non, cette non, mais histoire. parce que mais si, parce qu'on justement, on se disait comment les gens font pour être, comment dire, Pour être pour chirurgien d'une société communiste. pour être chirurgien, voilà. Et en fait, l'idée, ce n'est plus.
devenir chirurgien ou éboueur qui nous intéresse. Dans le monde communiste, il n'y a plus de je suis chirurgien ou je suis éboueur. Je fais de la chirurgie ou je ramasse les poubelles, tu vois. Et là, on va dire, bah, qui fait de la chirurgie? Bah, effectivement, c'est un truc tellement compliqué que ce ne sont pas des chirurgiens qui vont le faire, ce sont des gens les plus aptes, indépendamment de leur capital culturel, etc., qui vont pratiquer la chirurgie. Et ce que je te parlais tout à l'heure, moi, je te dis un pont qui me paraît possible entre des pompiers et de devenir chirurgien. Je suis sûr que c'est possible, ça, tu vois. Et puis, par contre, comme tu dis, éboueur, bah oui, bah, tu prends un tour de poubelle mensuel, je veux dire, dans une ville, voilà, ou dans un quartier. Ben, tu sais que la semaine prochaine, c'est toi qui es de poubelle pendant toute la matinée, tu vois. Et, et ça paraît pas compliqué. Mais vous voyez, ça demande de sortir de c'est quoi ton métier? Voilà. Et ça, effectivement, c'est abolir la division du travail, c'est abolir l'éducation qui est l'institution qui fabrique et légitime cette division du travail, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, dans certaines entreprises, il y a des ponts comme ça qui se font. Voilà, les gens évoluent en interne, surtout dans les petites, moyennes entreprises. Et pareil, par exemple, on parlait d'équipe de foot, le parallèle, il est là. Qu'est-ce que c'est un mauvais entraîneur de foot? C'est un type qui prend une équipe et puis il dit bah moi eux ils sont considérés comme défenseurs, eux ils sont considérés comme milieu, eux ils sont considérés comme attaquants, je vais faire ça. Et puis les postes ils bougent pas, la tactique elle bouge pas. Les très grands entraîneurs de foot, et vous pouvez les prendre, je sais pas, bah moi j'adore Guardiola, mais même Klopp, etc. C'est des gars ils vont se dire non mais attends, lui là, on m'a vendu que c'était un attaquant. Mais s'il reculait en milieu offensif, ou lui, là, qui est défenseur central, là, il a une espèce de qualité de relance ou d'anticipation si je le mettais numéro 6, etc. Tu vois? C'est-à-dire non plus considérer les gens par leur statut de base légitimé, mais essayer de faire en sorte d'utiliser leur qualité au mieux possible. Voilà. Qui peuvent Et varier ben, avec la vie en plus, qui peuvent varier et- à des moments de ta vie et pas être les mêmes. exactement. Exactement, à un moment donné, tu vas vieillir et donc, ben, comment dire? Tu vois, typiquement, tu parlais de chirurgien. Bah, est-ce que un chirurgien de 60 ans, il a la même dextérité qu'un chirurgien de 35 ou 40 ans? Je sais pas, Et tu vois? puis la Peut-être même que résistance à la fatigue aussi, hein, voilà, parce que tu as et des tu vois? gardes, tu as des choses où tu t'opères la nuit. Moi, je sais Après tu pas, as de tu vois? l'expérience quand même qui peut compenser aussi, hein, Oui, donc c'est pas oui, évident, je mais je sais pas, hein, j'ai pas de oui, oui, conclusion là. c'est pas évident, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui se questionne. Moi, je me souviens d'un neurochirurgien, parce que les neurochirurgiens, c'est le pire au niveau fatigue. C'est un des trucs les pires parce que quand tu as un accident de voiture, si le gars a la jambe cassée et la colonne vertébrale, bah, on intervient d'abord sur la colonne vertébrale, tu vois? Parce que Mmh, sinon le mec va être paralysé, tu vois? Donc mmh, au niveau du type le plus réveillé, c'est toujours le neurochirurgien. Parce que le neurochirurgien, c'est le gars qui doit intervenir parce qu'il y a un trauma crânien, parce qu'il y a un problème, de la moelle épinière, parce que tu vois? Et donc du coup, si tu veux, le mec me disait: «À 45 ans, ça commence à tirer», tu vois? Genre d'être réveillé comme ça en stress. Tu sais, genre tu es réveillé à 4 heures du mat et dans les 5 minutes, tu dois être au bloc et tout en train d'opérer un mec. C'est vraiment un stress très particulier, hein. Nous en psy, tu vois, on a on a des appels comme ça sur des épisodes des fois d'agitation ou même tu sais, des fois de pyromanie ou des trucs qui peuvent être très stressants. Mais souvent, tu as quand même 2 minutes, tu vois, pour, reprendre tes esprits, te dire: «Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder le dossier du mec, je vais essayer de temporiser et tout», tu vois? C'est pas en mode, chaque minute de perdu, le gars est en train de perdre, possiblement la capacité à bouger son pied plus tard, tu vois? C'est pas le même, stress. Moi, je me souviens, heu, quand j'étais externe, les trucs les plus, les plus vifs que j'ai fait, c'est des césariennes, tu vois? Déjà des césariennes, c'est hyper stressant, tu vois? Quand tu es pas habitué, tu es réveillé j'imagine. comme ça, tu te dis: «Ouais, le bébé, il peut y passer, machin et tout». Et ça m'avait impressionné, genre le chirurgien, comme c'était un type, tu sais, qui avait 40 balais, mais il était genre, enfin, tu sais, il y a une capacité à passer du sommeil à l'éveil, genre incroyable, tu vois? Genre le type, tac, il était là, au bout de 2 minutes, il était déjà en train d'ouvrir et le temps que j'arrive et que je m'habille, le mec avait déjà ouvert, tu vois, le ventre de la femme, il était déjà en train de sortir le bébé, tu vois? Tu là, mais mec, c'est aberrant. C'est vrai qu'à 65 ans, c'est pas la même, je pense. Mais tu vois que cette capacité-là, en plus, elle a rien à voir avec, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir fait bac+9, tu vois? Ah oui, oui, C'est, oui, c'est sûr. tu vois? Et donc c'est ça, la société communiste justement, c'est dénormaliser ça. C'est quand tu dois intervenir, faire quelque chose, et ben, tu essayes de te répartir les tâches, tu vois? Tu es d'abord un collectif et tu te répartis les tâches au mieux. Et tu pas le problème. Alors on parlait d'avoir les bons qui font les bonnes tâches, mais tu pas aussi le problème d'avoir, tu sais, de se dire, ah là, faut que je me fasse opérer de ça. Tu sais, tu médecin, tu dois mieux le savoir que les gens qui viennent de l'extérieur.
Ah, j'aimerais bien que ce soit pas machin. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Parce que tu sais aussi que des gens peuvent être à des postes indus. Dans le capitalisme, c'est ça. Parce que vous avez des ouais. capitales culturelles, du pistonnage, etc. Ben, et que vous, l'important, c'est comment vous allez vous placer, vous. Et ben, vous allez avoir des postes indus. Ça veut dire des gens qui n'ont pas les qualités pour faire ces tâches-là, mais qui ont le métier en face. Voilà. Ou des Et fois, ben, tu aussi, moi j'ai vu ça, des gens, tu sais, des médecins qui deviennent âgés, qui deviennent un peu déments, tu vois? Et tout le monde l'a très bien compris, mais personne va se dire, je vais balancer cette personne, parce que je dis dément, hein, c'est pas non plus, aberrant, ouais, tu vois? Mais tu te dis, tu comprends que la plupart des gens ont pas envie de donner des cas compliqués à ce médecin-là, tu vois? ouais, Et vont lui donner des trucs un peu faciles, vont repasser un peu derrière, vérifier un peu ce qu'il trafique, ouais, tu vois? Et tu te dis: «C'est pas normal», mais c'est parce que tu es dans une société où c'est soit tu as un métier comme ça, soit en fait la personne va être exactement. déclassée d'un coup et perdre son taf, tu vois? Mais Et, c'est complètement aberrant et pour l'intérêt des patients, en plus, c'est aberrant aussi, tu vois? Et c'est pour ça, tu vois, mais c'est bien que tu as proposé le truc quand tu dis de sortir du métier, c'est radical. Mais en fait, vous vous rendez compte que dans la vraie vie, vous le faites comme ça. Vous avez tous fait l'expérience d'un déménagement. Tu vois. Vous dites pas au déménagement, bon, alors, machin fera ça, 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 au hasard, vous voyez. Soit déjà quand vous faites ça, bah, c'est que vous avez déjà fait des déménagements avec vos potes et vous savez qui est efficace au cul du camion, qui est efficace pour monter des trucs, qui est efficace pour ranger à l'intérieur. Vous voyez, c'est des tâches qu'on a. Et puis, bon, admettons, vous connaissez pas les gars. Bon, bah, ce que vous faites, c'est que vous allez commencer un truc au hasard un peu. Oh, pas dû, t'es grand et fort, toi tu vas porter le piano, tu vois. Super. Euh, Chris, tu bon en organisation, donc tu te mets au cul du camion. Et Zoé, tu fais les cafés parce que t'es une meuf, quoi. Voilà. Mais Oh là là donc, là 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 là. c'est spécial pour notre Zoé. Bisous, Position Zoé. sexiste. Et donc, non, mais tu vois, tu fais ça. Et puis, en fait, ce que vous allez faire pendant le déménagement, c'est que vous allez vous rendre compte, ça marche pas bien là. Tu vois, ça marche pas bien parce que le gars qui est au cul du camion, il organise pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer. Vous allez constater que la personne. Et vous allez pas vous dire, comme dans notre société à nous, ah bah non, hein. Non, 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 on doit durer jusqu'à 22 heures comme ça parce que le mec il est mauvais, mais on a décidé que c'était lui, quoi. Tu vois, et Ouais, bah, ben, c'est ça, c'est ça, c'est tu ça. vois, la société qui normalise, et voilà, et sortir du métier, c'est ça, sortir d'avoir un métier. Oui, il y a Ouais. des Mais tâches c'est à quand même faire. une division il y a quand même une division du travail du coup, qui est une division des tâches, tu vois? C'est la division des tâches, mais c'est pas la division des métiers. Parce que la Ouais, bien division des sûr. tu vois, c'est la division des tâches et la répartition des tâches qui doit être faite sous le communiste et non pas la répartition des individus. Et la société capitaliste et son institution scolaire répartit a priori les individus pour faire des tâches et non pas répartit les tâches pour les distribuer aux individus. Et ben de la même manière, le communiste qui doit distribuer toute la commission, la consommation, la production collective à tout le monde, doit distribuer un maximum toutes les tâches à tout le monde en fonction de leurs moyens. Voilà. Ouais, ouais, carrément. Bon, on s'arrête peut-être ici pour cette capsule et continuer à poser des questions comme ça, on continue à expliquer un petit peu sur, à déblatérer sur le communisme, à venir, le communisme qui vient. Parce que Chris devient radical, donc on va se la jouer un peu en mode comité invisible, le communisme qui vient. Bref, sur ce, n'hésitez pas à aller voir le dernier article de Position Revue sur Nietzsche et Bégodeau. C'est sur Position Revue, c'est un article qui a été écrit par Doumit, qui, on le rappelle, est docteur en philosophie et qui connaît bien le sujet, où il y a un peu de clash nietzschéen sur Bégodeau et sur le nietzschéisme de Bégodeau. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale, pas du PADU, à la chaîne de Dr Zoé, Zoé-Zoé-YT, à vous abonner à nos Twitter, nos Blue Sky, mon Instagram, pas du ring, etc. Sur ce, À à plus bientôt. tard.